Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc une invitée prestigieuse, la ministre centrafricaine de la culture, Madame Ngola Ramadan. Également donc sur le plateau, le PDG de Afrique 1 TV et FP92, Monsieur Hamza Taj, le docteur Hamza Taj. Et enfin, Monsieur Nico Fendiro, donc, qui est centrafricain, très influent dans la diaspora centrafricaine en France ici. Donc, aujourd'hui, l'émission sera riche d'émotions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, je reçois aujourd'hui, donc, à ma droite, Monsieur Hamza Taj, le docteur Hamza Taj, qui est le directeur de la télévision Afrique 1 TV et FP92. Bonjour, monsieur. Bonjour, Hamza. Bonjour Cara. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, à ma gauche, Madame la ministre centrafricaine de la Culture et des Arts et également du Tourisme, hein, Madame. Bonjour, Madame Ramadan. Bonjour, Monsieur Cara. Merci beaucoup d'avoir accepté également l'invitation. Bonjour, Nico, mon ami Nico, hein, merci d'avoir accepté l'invitation, vous qui êtes ici en France, donc en panafricaniste, mais très influent dans le milieu centrafricain et également africain. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Bonjour, Merci Madame. Hamza aussi. Voilà, bonjour Madame la ministre. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Afrique 1 et de l'émission Face à l'Afrique. Donc vous êtes en France, vous avez assisté donc à la remise de trophée Myriam Makeba le 15 février dernier, le samedi, que le docteur Hamza Taj était, était couronné ce jour-là pour le prix. Donc vous avez accepté aujourd'hui d'être sur le plateau pour parler de votre pays, de la Centrafrique et de ce qui s'y passe, également de la politique centrafricaine dans le domaine de la culture, du tourisme et des arts. Eh bien, docteur Hamza Taj, et donc nous avons la ministre sur le plateau. Alors, nous allons donc parler de la Centrafrique et la République centrafricaine, 623 000 km², 6 millions d'habitants, donc selon les chiffres de 2021, et les groupes armés et criminels aujourd'hui, malheureusement, qui opèrent sur le territoire. Mais le président centrafricain, M. Touadéra, donc, se bat pour ramener la paix dans votre pays. Alors, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Centrafrique aujourd'hui en matière sur le plan sécuritaire? Je vous remercie déjà pour l'invitation Merci. et je renouvelle mes félicitations au docteur Hamza Merci Madame la ministre. pour le prix, le prix de la 5e édition Myriam Makeba. Oui. Je les félicite également pour cette magnifique plateforme qui nous donne l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, je suis ministre centrafricaine des Arts, de la Culture et du Tourisme. Le plan sécuritaire va beaucoup mieux qu'il y a de cela plus de 10 ans en arrière. Le président Touadéra est arrivé au pouvoir le 30 mars 2016, c'est-à-dire bientôt 10 ans. Et à son arrivée, nous savons presque tous, pour ceux qui ne le savent pas, que le pays était occupé à 90% par des mercenaires, étrangers bien sûr, par des rebelles, soutenus par des puissances armées, par des puissances de l'extérieur. Et sur le plan sécuritaire, je peux dire que grâce à sa diplomatie, au président Touadéra, et grâce aux relations qu'il a pu tisser avec plusieurs pays qui ont bien voulu nous aider, nous pouvons dire que, inversement, à 90% occupé par les rebelles, le pays est aujourd'hui sécurisé à plus de 90%. C'est-à-dire que le pays a été récupéré par notre armée centrafricaine grâce au concours avec le concours de nos alliés, et que le pays, sur le plan sécuritaire, contrairement à ce que peuvent dire les gens, se porte beaucoup mieux qu'auparavant. Très bien, docteur Hamza Taj. Moi, avant de commencer, Madame la ministre, j'aimerais vous connaître un petit peu mieux. Je voudrais savoir, en connaître un peu plus sur votre parcours de vie personnelle, d'où Mmh. vous êtes parti, quel a été votre parcours pour en arriver, pour être aujourd'hui ministre de la Culture, en Centrafrique? D'accord. Je suis née en France, hein, je suis née en France de parents centrafricains, 100%, qui étaient venus pour leurs études, fille de chirurgien et d'une assistante sociale, Mmh. et qui ont fait le choix de rentrer au pays après leurs études.
et donc j'ai fait l'école primaire jusqu'en terminale en Centrafrique D'accord. et je suis revenue en France et déjà avant de revenir en France, je m'étais déjà engagée, dans tout ce qui était, l'activisme par rapport aux droits de l'homme et droits de la femme et tout ça. J'étais déjà, très engagée à ce niveau-là. Le droit m'intéressait déjà, la justice m'intéressait déjà et quand je suis venue en France, certes, je n'ai pas pu, continuer dans cette voie en question, mais quand même je suis restée dans le milieu. J'ai travaillé plus de 10 ans avec, des avocats, donc je connais un peu, le secteur juridique, judiciaire également. C'était, devenu comme une passion au pays et après, l'envie de m'engager plus tard en politique est arrivée. Donc l'implication politique, elle s'est décidée à un moment particulier de votre vie? Ou ça a toujours fait partie un peu de votre, culture, de votre éducation? Vos parents étaient déjà impliqués? Comment c'est arrivé cet amour de la Alors, politique? du tout, ni mon père ni ma mère étaient engagés, en politique. C'était très, très risqué à l'époque, hein, de s'engager en politique quand on s'engage et que les choses, tournent mal. Vous êtes dépouillé, vous êtes pillé, parfois même, on vous fait disparaître. Donc mes parents ont toujours choisi d'être, un peu en recul en ce qui concerne la politique, mais contrairement à certains, ils restaient, corrects par rapport à leur métier. Ils vivaient du peu qu'ils avaient et une famille, modeste, mais bien, digne et donc en 93, c'est vrai, Patassé est arrivé au pouvoir, le président Félix Patassé. Il était un peu fougueux, il était un peu, chaud bouillant, hein et son tempérament me plaisait bien, hein. J'étais en admiration, mais je n'étais pas engagée en politique et après Bozizé est arrivé, par la force des armes, du coup, j'ai quitté le pays. Je suis revenue en France et quand le président Touadéra était premier ministre de Bozizé, bon, je ne le connaissais pas trop, mais quand il est parti aux élections, j'ai vu que c'était un monsieur intéressant, mais je me disais: «Je ne le connaissais pas trop». Ma mère a travaillé avec lui certes, mais moi je ne le connaissais pas parce que j'ai pas vécu à Bangui à l'époque du président, Bozizé. J'ai été, mais je ne connaissais pas trop les hommes politiques de cette époque-là et quand il y a eu élection en 2015-2016, le candidat Touadéra était face au candidat, Dolo Guelleh, que j'ai plus ou moins connu par rapport aux arriérés de salaire que nos parents ont eu, par rapport à la souffrance de nos parents à l'époque de Patassé, puisqu'il fut ministre des Finances et également 1 ministre. Donc je sais que mes parents ont galéré, ont eu plusieurs mois d'arriérés de salaire face à ce monsieur. Je me suis dit: «Non, il n'est pas question qu'il soit président, autant mieux voter pour son adversaire qui était le candidat, Touadéra». Je me suis engagée, j'ai voté. Je l'ai soutenu en 2015, ici au niveau de la diaspora et j'ai vu que c'était un monsieur qui était épris de paix, qui était intéressant, qui avait de la volonté et c'est ainsi que je me suis engagée. J'ai même pris la carte d'adhérent de son parti politique, plus tard, qui est aujourd'hui le MCU, c'est-à-dire Mouvement des Cœurs Unis. Alors donc, Nico et vous qui êtes, aussi très influent dans le milieu centrafricain, hein, dans la diaspora, donc est-ce qu'à votre avis, la communauté centrafricaine est pleinement engagée pour, aider le président Touadéra à reconstruire le pays? Alors, merci déjà, hein, de cette question, chère Cara. J'en profite aussi pour réitérer aussi, les félicitations et les remerciements aussi pour cette invitation et également la présence de son excellence, la ministre, de la culture et des arts et du tourisme en Centrafrique, Marie Poto Rabadan et toi-même aussi, Cara. Alors, vous savez, la question en fait, en ce qui concerne la diaspora est épineuse. Est épineuse à diverses raisons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que 6 millions d'habitants. Donc généralement, les gens se connaissent. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas de la même ethnie, les familles, savent de quelle famille appartient tel enfant ou tel membre est rattaché à tel membre. Et puis parfois, il peut y avoir, bah, des divergences d'opinion, ce qu'on peut retrouver en fait dans une démocratie en fait fonctionnelle, normale. Bon, pour le cas de la République centrafricaine, c'est un petit peu différent et comme j'ai tendance à le dire souvent, heu, au lieu de prendre exemple sur ce qui marche, on a tendance à prendre, tout ce qui se fait de bien en général à l'extérieur, mais en le copiant mal. Mmh. Donc l la diaspora, pour répondre à cette question, et pour donner mon premier point de vue, hein, parce qu'il y en a diverses là-dessus, heu, beh, son degré d'implication au niveau de la politique, on va dire que, de ce que moi en tant qu'observateur j'analyse,
C'est très sporadique. Il faut que vraiment qu'il y ait un coup d'éclat. C'est comme on dirait, en fait, dans le jargon ici en France, il faut que ça soit du gossip. Mmh. Il faut que ça soit quelque chose qui fasse parler Ouais. et que ça fasse interagir, mais c'est très sporadique. Il y a pas d'analyse de fond, souvent, derrière. Bon, pendant les périodes, d'élection, c'est généralement présidentiel. Là, il y a un certain engouement. On peut observer justement que la diaspora s'implique un petit peu plus. Mais après, dans la vie de tous les jours, bah, il faut que ça soit par des manifestations culturelles, il faut que ça soit par des rencontres, il faut que ça soit par par des enfin, que ça soit des manifestations, rencontres, mais aussi des échanges, Mmh. qu'on peut potentiellement se dire qu'il y a une diaspora qui a son mot à dire aussi. Maintenant, en ce qui concerne la vision du président, Touadéra, bah, la diaspora, c'est un petit peu comme au pays, hein, ce Mmh. qu'on peut observer, c'est que, bah, chacun a son avis dans son coin, et chacun se dit: «Bon, ben, bon, on attend les prochaines élections, bah, le pays, bon, tant qu'il y a pas la guerre, ça va». Ouais. Voilà, c'est ça, on en est là, hein. Tant que voilà, les rebelles se sont calmés, on peut passer à autre chose. Alors qu'en effet, la diaspora a son mot à dire et elle doit contribuer au développement. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, elle contribuera encore plus qu'est-ce qu'elle le fait là, actuellement, sur le développement et le relèvement On a économique une du idée pays. de ce que représente la diaspora en France centrafricaine? Ah oui, alors selon les derniers chiffres de l'INSEE, en 2021, elle représentait donc officiellement 45 000 personnes. Donc Mmh. j'imagine Y qu'aujourd'hui, compris les binationaux, y compris c'est-à-dire? les binationaux, ils sont compris dedans. D'accord. Alors bon, la République centrafricaine, voilà, comme on dit, hein, c'est 6 millions d'habitants, hein, donc il faut comprendre aussi pourquoi aujourd'hui on est à 6 millions d'habitants. En 1950, c'était seulement 1 300 000 habitants, hein, la République centrafricaine, hein, Mmh. et ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. C'est un pays qui dans son histoire, a subi divers soubresauts et qui a été souvent en fait le centre de l'épicentre, j'ai envie de dire, de différents conflits entre puissances géopolitiques. On a eu le syndrome de Fashoda Mmh. au début du XXe siècle. On a eu quelques années plus tard, parce que bon, il faut savoir qu'il y avait une partie de la République centrafricaine qui était rattachée au Cameroun, Ouais. autrefois, hein, qu'on appelait nous Cameroun, donc la partie allemande, Mmh. hein, du Cameroun, et ça a été consolidé par le traité de Versailles derrière, quand la France a remporté la Première Guerre mondiale, c'était devenu cette partie-là du territoire était devenue donc de la République centrafricaine. Ça en est suivi quelques années plus tard, la guerre du Congo-Wara, donc qui était incarnée par, Carnot, qui était un médecin traditionnel Baya, qui lui, en fait, était contre bah, c'était une révolte anticoloniale, donc et c'est, lui, comme les parents d'ailleurs de Barthélemy Boganda, qui est le père fondateur, hein, de la République centrafricaine, qui ont participé à la récolte du caoutchouc, ils ont dit que on va mettre, à partir de nos ressources et de nos moyens, des systèmes de lutte, donc pour pouvoir aller chercher, en fait, notre souveraineté, notre dignité et c'était basé, en fait, sur la tradition. Et c'est un conflit qui a duré pendant 3 ans et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Bon, là, le temps nous empêche, mais il y a eu des décimations de population, hein. Les Yakoma, même les Mandjas qui sont aussi une ethnie aussi, ont subi des lourdes pertes, hein, Mmh. pendant aussi cette récolte du caoutchouc. On aura peut-être l'occasion d'en parler et puis quelques années plus tard, donc il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, la force vive Mmh. de la nation qui était, bah, récupéré de force dans les mains de Félix Éboué au Tchad pour aller combattre et ils étaient formés donc dans ce qu'on appelait le BAM pour aller donc s'entraîner dans la Palestine actuelle, pour aller combattre et ils ont participé, hein, à la reconquête Mmh. de du Charles de du enfin du général de Gaulle, Mmh. hein, en remontant jusqu'en Libye avec la bataille de Bir Hakeim, et pour revenir en France donc on c'est là qu'on a vaincu d'ailleurs l'armée, de Rommel. Mmh. Hein, pour revenir et donc beaucoup de Centrafricains étaient dedans et beaucoup sont morts au combat et ça on met pas Ouais, suffisamment c'est en bien lumière. dommage. Mmh. Oui, on n'en parle pas On n'en suffisamment. passe Mmh. pas On parle suffisamment. beaucoup des tirailleurs Les sénégalais, tirailleurs, mais Mais pas tout à pas mais on fait. ne plus, ouais. parle pas souvent ce que vous venez d'évoquer. D'ailleurs, Exactement. c'est très, très bien Mmh. et madame la ministre, bah, le budget 2025, donc de la Centrafrique, même si c'est pas votre domaine, hein, c'est pas mais on a dit que ce budget donc s'élève à 704 millions de dollars, soit 439 milliards de francs CFA. Donc je voulais savoir la part de la culture là-dedans et du tourisme. C'est un sujet, un peu, sensible. C'est vrai que je ne suis pas le ministre des finances, mais je sais que ce n'est jamais assez parce que le pays a beaucoup de défis et le pays a vu, ses aides budgétaires, extérieures, suspendues.
Donc on essaye, hein, de soutenir, ce que nous avons, hein, parce que si le budget passe au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons, gouvernement, être solidaires de ce qu'il y a. Donc au niveau investissement, c'est vrai que beaucoup, le compteur a été, baissé, pour ne pas dire remis à zéro, mais ça nous permettra au cours de l'année de voir si on peut boucher le trou, par, d'autres entrées. Est-ce Mmh. que on parlait de la diaspora avec Nico, est-ce que vous pensez que, il y a un levier pour promouvoir la culture, centrafricaine, notamment à l'extérieur et en France? Parce que je pense qu'en France, la diaspora est assez présente de manière significative. Pour travailler avec la diaspora qui est ici, est-ce qu'il y a des artistes qui sont mis en avant, qui mettent en avant la culture centrafricaine? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises par la diaspora, donc qui n'ont pas forcément de coût pour Mmh mh. le gouvernement centrafricain, qui sont mis en place? Et est-ce qu'il y a des aides même avec, des aides ou des actions menées, conjointement avec d'autres pays du monde, l'UNESCO, la France et puis d'autres Mmh. organisations internationales, pour promouvoir la culture centrafricaine? Mmh. Je fais partie de la diaspora et quand on est, nommé comme ça et qu'on rentre au pays, on a envie de mettre en avant ceux avec lesquels on a combattu ou ceux qui sont dans la même situation que nous avant le retour au pays. On sait que c'est difficile. On sait que la diaspora a beaucoup d'idées. La diaspora voudrait bien reproduire, comme a dit Nico, ce qui se fait de bien là-bas, mais parfois c'est pas très bien fait, c'est pas bien ficelé. C'est vrai que les gens parfois on ficelle ici à notre manière à nous, mais ce n'est pas faire exprès, hein, Mmh. et quand on se transporte là-bas, il y a la réalité du terrain qui vous dit: «Non, ce n'est pas comme ça». Et il y a parfois des festivals ou des activités, des gens pensent qu'en 3 4 mois on peut organiser. Et quand l'UNESCO veut aider ou la francophonie voudrait bien aider, parfois il faut, mettre cela dans leur programme, 1 an ou 2 ans avant et il D'accord. faut être patient. Mais sinon la diaspora, a du talent, la diaspora a beaucoup à donner, mais la réalité est que, financièrement, côté budget, l'État n'a pas assez les moyens. C'est pour ça qu'il nous faut, des partenaires et le gouvernement également, hein, ne s'en cache pas. Le président le dit souvent, qu'il compte sur la diaspora pour nous aider et quand la diaspora et ses relations. Donc, quand je suis par exemple ici, j'espère tisser, des liens, des relations avec des gens qui voudraient bien nous aider. L'UNESCO fait sa part, la francophonie fait sa part, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres, même personnes, hein, physiques, qui voudraient bien, aider. Mais sinon, il y a du talent. Les moyens manquent, mais il y a beaucoup de talent à mettre en Mmh. avant et le problème aussi d'infrastructure au niveau aussi, culturel aussi pose problème, hein. Plusieurs voudraient bien se voir, sur Trace TV, sur d'autres, Mmh. chaînes de télévision, mais la qualité des images, la qualité des clips qu'ils produisent ne permet pas que ces clips-là, soient envoyés à des chaînes, à l'étranger. Donc si on avait des studios, des, des endroits pour enregistrer ou bien pour, après ce qui s des appareils sophistiqués pour pouvoir vraiment filmer correctement et faire des belles images, on les enverrait ailleurs et puis, la RCA serait vraiment, connue comme on peut voir d'autres pays, que nous envions comme le Nigeria, Mmh. comme la Côte d'Ivoire, et comme plein d'autres, même le Cameroun, juste à côté de chez nous. Mmh. Donc il y a ce côté-là. D'accord. Pour les principales actions que votre ministère mène en faveur de la culture et du tourisme, Mmh mh. est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Quels sont les principaux leviers et cetera pour essayer d'attirer des touristes ou essayer de promouvoir la culture de manière plus générale, Mmh. en dehors de la dia de y compris de la diaspora, mais même de manière plus générale, Par exemple, nous savons que depuis quelque temps, nous faisons un travail formidable avec l'UNESCO Mmh mh. qui consiste à faire l'inventaire, du patrimoine culturel immatériel. Parce que nous savons que les pygmées, hein, ou ceux qui sont, dans la forêt sont souvent, soit exploités, soit, pas très bien considérés et l'UNESCO, est à la recherche, par exemple, de pouvoir enregistrer, hein, des choses, par exemple, qui se perdent, comme la culture centrafricaine, comme ce que les pygmées font et nous avons reçu, une aide de l'UNESCO, hein, un financement de l'UNESCO et même des formateurs qui sont venus, à Bangui Mmh. pour pouvoir aller en province et rencontrer, ces habitants de ces différentes villes de province, quelques pygmées pour essayer de faire un appel à leur mémoire, à leur tradition, pour qu'ils puissent vraiment nous faire ressortir, ce qu'ils ont. Ça peut paraître un peu mystique, hein, mais en tout Mmh. cas, c'est culturel. Tant que ce n'est pas négatif, on en a besoin afin de le faire enregistrer comme un patrimoine vraiment au niveau de l'UNESCO et pour pouvoir, le protéger. Il y a ce côté-là et nous savons aussi que l'UNESCO, s'implique actuellement dans la réhabilitation du musée Barthélemy
Boganda. C'est ça qui veut dire qu'il y a pas de musée à Bangui. Celui-là, c'est vraiment à titre, on va dire, c'est un peu, parce que c'est Barthélemy Boganda, le premier président centrafricain. C'est pour, sauver un peu, l'immeuble. Mais nous comptons, construire, d'autres musées parce que celui-là n'est que symbolique, si je peux dire ainsi. Mmh. Également le président Touadéra, a mis en place ce qu'on appelle un ensemble artistique, national. C'est-à-dire qu'à l'époque, de l'empereur Jean-Bédel Bokassa, il avait quelques orchestres préférés qu'il pouvait voyager avec, Mmh. ou bien, présenter à ses homologues comme à l'époque, le guide, libyen, d'autres présidents et tout, du Gabon et autres, pour leur dire: «Voilà les meilleurs orchestres de mon pays, je voyage avec tel artiste et tout ça, écoutez la musique», c'était de la bonne musique. Mmh. Avec le temps, ça s'est perdu et donc il y a des talents que le président Touadéra a essayé, de repérer et de les mettre dans un groupe, une structure et pour pouvoir, les aider à s'améliorer et à pouvoir avec le temps se produire, à l'extérieur si possible. Donc il y a beaucoup de choses qui se font petit à petit, même si le manque de moyens est là, mais les talents sont là Tout à fait. et donc Est-ce que, madame la ministre, il y a des projets privés, par exemple, qui sont entrepris en Centrafrique, et que vous encouragez? Je sais pas, des groupes d'hôtellerie, des points de loisirs, d'attractions touristiques, mmh que vous pourriez encourager, donc du coup qui coûteraient pas à l'État, mais que l'État faciliterait pour s'installer en Centrafrique? Parce que vous avez des magnifiques réserves, hein, Mmh. Tsanga Sanga, enfin voilà, vous avez Les chutes de des Boilly, chutes de Boilly, vous avez des on a des endroits, je La réserves pense à que faune, l'est, hein. la oui, faune et la Faune flore, très riche. centrafricaine est très riche. Mmh tout à fait, bien sûr. Donc c'est vrai vous avez un potentiel touristique qui est là, qui est présent, qui est très intéressant. Très Donc intéressant. effectivement, les budgets sont toujours, très courts en la matière et on sait que c'est pas les budgets qui sont mis en avant. De toute façon, c'est pas ceux qui sont favorisés. Mais, Mmh. est-ce qu'il y a une politique d'encouragement du secteur privé qui pourrait lui venir, je sais pas, parce qu'il faut forcément des hôtels pour attirer des touristes de qualité, Les il faut des routes. infrastructures, il faut un réseau de guides et cetera, et ça peut être entrepris par le privé. Est-ce qu'une politique, favorisant ce genre d'initiative, Mmh est mise en place, et quelles seraient éventuellement, les facilités que le gouvernement pourrait prendre pour aider ces acteurs-là, à ce mh. moment-là, qui investiraient sur Mmh leurs mh. fonds propres, Mmh. mais au moins les facilités pour se Mmh mettre en place et pour mh. attirer du tourisme? Oui, oui. Là, c'est par rapport au secteur, touristique, si je puis dire, il y a quelques mois de cela, afin que les choses puissent bien se faire, avec l'aide du PNUD, nous avons, adopté, ce qu'on appelle la politique nationale du tourisme. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut faire dans le tourisme, dans quel cadre exactement et pour que ce soit vraiment, en fait, c'est un document qui peut nous aider même au niveau international. Mmh. Il faut que un document sur lequel nous pouvons travailler. Mmh. D'accord, Et ce document a été finalisé, il a été, adopté, d'accord. il est en cours de transmission au gouvernement Mmh. et il sera présenté officiellement et avec ce document-là, nous pourrons travailler avec et voir même des privés, et ceux qui veulent nous aider, de pouvoir le lire et se conformer à ce document-là et venir. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a Sanga Sanga, hein, communément appelé Bayanga. Mmh. Moi, j'ai été là-bas, j'ai fait 3 4 jours là-bas, j'ai vu, c'était un endroit, paradisiaque, hein. Mmh. Franchement, vous allez là-bas, Mmh. les gens peuvent dire: «Non, c'est pas Bangui, Mmh. c'est pas la RCA», mais c'est la RCA. Ouais. Il On y a a des touristes en plus, hein, qui vont là-bas aussi, hein. bien sûr, vous Mmh. pouvez croiser même, des acteurs, OK. des gens qui viennent de partout, qui vont filmer parce que les animaux qu'il y a là-bas, parfois vous Mmh. les trouvez même pas dans d'autres pays. D'accord. Mmh. Ils sont vraiment, de chez nous. Ouais. Donc justement, c'est du patrimoine à mettre en avant et qui peut se faire avec des fonds privés. Je pense que ça peut intéresser le privé de s'installer. Exactement, Mmh. exactement. Après, c'est vrai que pour accéder à Bayanga, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un problème de route, comme monsieur Kara l'a dit. Les gens passent par le Cameroun ou par les 2 Congo d'arriver là-bas. Mais si, nous avons la possibilité de mettre des routes, je pense qu'en quelques heures, on y arrive. Mmh. Alors que là, il faut peut-être 1 jour et demi ou 2 et les gens sont pas très, bon, c'est aussi une perte de temps. Mmh. Mais, il y a ça à mettre en avant. On a aussi, une magnifique zone, ça s'appelle, Shinko, hein, qui est financée, je crois, par USAID et vraiment c'est une aire qui est protégée. On n'y fait pas encore le tourisme, mais on pourrait faire le tourisme. Mais pour l'instant, c'est une aire protégée. Il y a des animaux là-bas magnifiques. Certains ont fui pour aller, je crois, on m'a dit vers la Zambie ou le Kenya par rapport à la guerre et tout ça, mais ils sont en train de revenir.
Donc on est en train de préparer leur retour par rapport à ça. Moi j'ai été en voir, hein, vraiment des animaux, très, très rares et magnifiques et encore plus que ça. À dire qu'en fait, il y a des zones touristiques qui sont proches, de soit à la frontière du Tchad et du Soudan Mmh. et tant que ces 2 pays-là seront en conflit, c'est vrai que ça peut jouer Mmh. Négativement. négativement. Voilà pourquoi la RCA doit demeurer vraiment une ère de paix et quand il y a des soucis aux frontières, Tchad ou Soudan, il faut vraiment apaiser, hein, la situation et pour que vraiment les touristes, ou bien même ceux qui veulent financer les privés, tout ça, puissent s'intéresser à ces zones en question. Mais sinon, nous avons recensé dans ce document de la politique nationale du tourisme 120 sites touristiques. D'accord. 120 Déjà recensé? Ah ouais. déjà recensés et qui ont D'accord. besoin maintenant, d'être arrangés D'accord. et qui pourraient nous amener beaucoup de choses. Il y a le lac des Caïmans, il y a le lac des Sorciers, il y a la chute de Boilly que beaucoup connaissent parce que c'est pas très loin et tout. Mmh. Il y en a qui peuvent être, à 2 heures de voiture, même 3-4 heures. Boilly, c'est à peine 1 heure, même Ouais, pas c'est 2 ça. heures. Ouais, ouais, Voilà, OK. beaucoup Ouais, tout à connaissent. fait. Mais si vous allez à 3-4 heures, c'est le paradis. Mmh. Vous arrivez dans la zone, mais la zone, elle est vierge. Mmh. Donc 120 sites à mettre en avant avec ce document qu'on a mis en place de la politique, de tourisme. On pourrait faire vraiment beaucoup de choses, beaucoup de voilà, de merveilles. Donc on espère que quand les privés viendront, on leur présente ce document qui a été bien fait avec des partenaires et ils pourront, Investir. choisir investir. Oui. Mmh. Pour ce qui est de la des politiques que vous menez qui pourraient être faites à moindre coût, si je peux dire ça comme ça, en termes de festivals, d'activités culturelles, artistiques, promotion des artistes locaux, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par votre gouvernement pour favoriser justement l'essor des articles et l'échange même interculturel au niveau africain de manière générale, hein, avec les pays à proximité, même en Centrafrique, mais aussi avec les pays à proximité? Mmh. Au niveau du pays, le gouvernement a mis en place, une aide budgétaire, hein, qui est octroyée à chaque groupe ou bien à chaque artiste qui voudrait organiser, un événement. C'est vrai, ça peut pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent, mais néanmoins, ils ont, quelque chose. Donc il suffit juste qu'ils nous soumettent leur budget au moins 3 mois avant, sauf que certains, bon, le font la veille pour le lendemain, ce qui est compliqué. Mais néanmoins, après, on arrive à récupérer les fonds et leur donner pour qu'ils puissent payer, le trop perçu qu'il y a. Et au niveau Afrique, eh ben, il y en a qui organisent des choses, des activités, au Cameroun, même au Congo, hein, des femmes artistes, tout ça, qui Encore en Côte d'Ivoire participent, aussi. à des, voilà, à des festivités, à des festivals, parfois même qui sont premiers, hein, qui sont D'accord. premiers. Pareil aussi pour les peintres, pour les Mmh. plasticiens en Côte d'Ivoire et même qui vont jusqu'en Chine, hein et même, voilà, même avec la Russie, avec la Côte d'Ivoire, il y a des belles choses qui se font au niveau D'accord. artistique et ils sont très connus. Alors Nico, à la fin de l'année, c'est la période électorale Mmh. et donc l'engagement de la jeunesse, vous êtes jeune, donc est-ce que la jeunesse centrafricaine, se mobilise pour pouvoir accompagner le président de la République si jamais il est candidat? Alors, alors, bon, oui, officiellement, il s'est pas encore, Eh beh, voilà, c'est voilà, pourquoi il j'ai s'est mis pas le encore si. prononcé, donc je Pourquoi ne me j'ai mis le permettrai si. pas de parler à sa place. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une jeunesse qui est très sensible, à l'actualité politique et sociopolitique, bien entendu, du pays et à l'avenir. Donc elle s'applique de plus en plus. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit même parce qu'ils prennent des initiatives. Il y en a même qui constituent des partis, hein, qui sont force de proposition et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on observait un peu moins ces dernières années, notamment, dû aux différentes crises, qu'il y avait, hein, avec, notamment les groupes armés. Parce que il y avait par le passé, du temps de Bokassa et puis même à la fin des années 90, la révolte aussi, des lycéens. On a vu qu'il y avait quand même une conscience politique. Mais là, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles télécommunications, on voit qu'ils sont de plus en plus impliqués et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Mmh. Maintenant, pour les élections, de 2025-2026, Mmh, heu, quand on observe aujourd'hui la situation de façon globale au niveau du continent, pas uniquement la République centrafricaine, on voit qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place. mmh, C'est-à-dire que la carte géopolitique mondiale, les cartes sont en train d'être battues. ouais. Donc, on voit une jeunesse
pas à l'échelle uniquement de la République centrafricaine, mais à l'échelle, continentale, hein, qui est de plus en plus éveillé, qui veut prendre les choses en main, qui veut prendre son destin en main et qui croit à une Afrique, résiliente et forte, à une Afrique qui sera prospère. Donc oui, bien entendu, la diaspora sera impliquée. Alors maintenant, reste à voir ce qui va se faire, si le président Faustin Archange Touadéra décide de se représenter. Il y a eu une manifestation là récemment, en soutien justement, pour qu'il se représente une autre fois, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle constitution lui permet de pouvoir se présenter. Mmh. Et on a aussi, bah, une jeunesse aussi dans l'opposition et ça aussi c'est bien, il faut l'écouter aussi également parce qu'elle a des messages à faire passer. Mais on doit être dans une démarche constructive, Mmh. pas destructive. Mmh. Voilà, on doit être plutôt dans une démarche de coopération, pas de subordination. Heu, Chacun doit jouer son rôle. C'est ça le plus important. Et juste je voudrais terminer là-dessus parce que Mmh. ça, c'est un point très, très important, parce que tout à l'heure, son excellence parlait des partenaires, Mmh. des partenaires et oui, en effet, il y a des partenaires, que ça soit au niveau du privé, voilà, qui s'intéressent à la République centrafricaine. On le voit, hein, on a des gens qui viennent, qui de plus en plus, qui veulent voir ce qui se passe et qui veulent comprendre et qui veulent potentiellement investir. Et on a aussi également, bah, des institutions aussi qui se penchent. Alors tout à l'heure, tu as parlé du PNUD, j'ai parlé aussi de USAID. En France, il y a aussi l'AFD aussi qui s'intéresse. Là récemment, ils ont fait, alors ils ont octroyé, 200 000 ou 200 millions. Il faut que je revérifie pour un projet. Mais voilà, il y a de plus en plus d'acteurs, que ça soit étatique ou que ça soit, du privé, qui s'intéressent. Et ça aussi, c'est bien. Et ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'il y a un retour à la paix aujourd'hui, que plus de 90% du territoire a été remis aux mains de l'État, hein, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Mmh. Et il faut capitaliser là-dessus. Et la valeur ajoutée et la force du président Archange Touadéra aujourd'hui, c'est qu'il ouvre la porte à tous ceux qui sont intéressés pour la République centrafricaine. Mmh. C'est ça aujourd'hui, sa vision des choses. C'est-à-dire, bon, il y a les Russes qui sont présents, mais il y a aussi les Américains, il y a les Français qui, s'ils veulent investir, ce sont les bienvenus. On a Donc aussi les chacun a sa voisins. place là-bas. Chacun a sa place, c'est son mot d'ordre et c'est ce qui se tue à répéter à chaque fois. Et c'est pas son excellence Madame Ministre qui dira le contraire. Mmh. Et donc, il faut capitaliser sur le positif. Il faut arrêter avec les discours qui sont subversifs, qui sont destructifs. Parce que ça fait plus de 60 ans, pendant la période des indépendants jusqu'à presque, on va dire maintenant 5 10 ans, qu'il commence à avoir un regain, on va dire, d'optimisme, ce qui n'était pas forcément le cas pour une population qui a été meurtrie. Vous parliez de 90% du territoire ont été reconquis. Qu'est-ce qui bloque sur les 10% restants? Est-ce que quels sont les blocages? Et quand est-ce qu'on aura une Centrafrique à 100%, si pour avoir une Afrique à une Centrafrique à 100%, Mmh. dans des conditions sécuritaires, intéressantes et normales, si je peux dire ça comme ça? Alors, très intéressant, très intéressante votre question, Hamza. Il faut savoir que quand le président Faustin Archange Touadéra a été élu pour son premier mandat, l'armée était constituée que de 7 000 membres. Vous voyez? Donc, pour Mmh. couvrir une surface Mmh. de 623 000 kilomètres carrés qui correspond à la France, à la Belgique et à la Suisse réunies, Mmh. Ouais, c'est avec compliqué, ouais. 14 groupes armés qui sont dans les provinces Mmh. et qui sont surarmés par rapport à l'armée On régulière. a une idée du nombre de justement des groupes armés? On a une idée de combien ils sont? C'est difficilement quantifiable, c'est-à-dire que même Ils, é- quand ils étaient 14, hein. il y avait 14 groupes armés, 14 Avant. groupes, mais d'accord. les membres, c'est difficilement quantifiable. Mm. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des membres qui viennent de l'extérieur. Mm. Les frontières sont poreuses, Quand vous dites heu, de l'extérieur, c'est-à-dire vous ils viennent des pays voisins. des pays voisins, mais Pays voisins. encouragés par d'autres nations, vous pensez? Ah, Ou Le Tchad, par exemple, beaucoup viennent du al Tchad aussi. alors pendant très longtemps, les bruits de bottes venaient souvent du Tchad et du Soudan, mais aussi il y avait une période de l'Ouganda aussi également, parce qu'on a vu qu'il y avait la LRA qui était à l'est, Joseph représentée Kony. par Joseph Kony. Mm. Mmh. D'ailleurs, il y avait, les Américains avaient mis la tête à prix de Ongwen, qui a été donc neutralisé. Sa tête était mise à prix pour 5 millions de dollars. Mmh. Et ces 5 millions de dollars ne sont jamais arrivés dans les caisses de l'État centrafricain. Voilà. Mmh. Bon, ça je referme la parenthèse. C'est une parenthèse. Mm. Voilà, exactement, c'est une parenthèse. Mais oui, en effet, vous avez en fait des groupes armés, souvent qui sont dans les frontières, ils peuvent aller parfois au Cameroun
Se Donc cacher alors et se revenir. cacher, mais alors s'ils vont au Cameroun, ils vont prendre une autre étiquette. Mmh. On a vu par exemple le MLC, Mmh. ils sont du côté du Cameroun, donc au nord-est, et puis quand ils traversent la frontière République centrafricaine, ils deviennent les 3 R. Mmh. D'accord? Voilà. Bon. Il y en avait qui venaient du Tchad, il y a eu des tensions, hein, au niveau des frontières, hein, et puis Mais même quelles sont leurs revendications, Nico, pour que qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Quel intérêt ont-ils à déstabiliser? mmh Alors, Supposé, réel ou supposé, qu'est-ce que quelle est votre analyse? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? C'est quoi? alors je vais répondre à votre question, Hamza, je vais juste terminer. Aujourd'hui, l'armée régulière est composée avec différents bataillons, hein, de plus de 23 000 membres, Donc voilà. ça a considérablement augmenté. Ça a augmenté et l'objectif dans les 10 prochaines années, 10-15 prochaines années, c'est d'arriver au moins à 50 000 membres. Et Voilà, pour puis ils pouvoir sont suffisamment armés à votre avis maintenant par rapport à avant? oui, mais parce qu'il y a une levée de l'embargo. Mmh. Sur les armes. Sur Mmh. les armes, bien entendu. Après, bon, processus de Kimberley, c'est autre chose. Mais oui, il y a une levée de l'embargo sur les armes qui a permis aujourd'hui de pouvoir avoir une meilleure maîtrise et d'être aussi mieux équipés. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les instructeurs russes sont arrivés. Maintenant, pour répondre à votre question sur les revendications des groupes armés, il faut savoir qu'il y a des groupes armés qui ont fait allégeance au gouvernement. Il y en avait qui étaient en accord avec le gouvernement. Alors pas sur tout, hein, bien entendu, mais il y en avait qui étaient assez, réfractaires. C'était d'ailleurs la majorité. Ils ont fait allégeance à l'ancien président François Bozizé. Voilà, donc qui a fait donc un conglomérat qu'on appelait Mmh. donc la CPC, la Coalition des patriotes pour le changement. Voilà. D'ailleurs, c'est assez ironique le nom, pourquoi? Parce que la coalition enfin la CPC, quand il avait renversé donc du coup le président, Félix Patassé en 2003, ça s'appelait déjà la CPC, mais là c'était la Coordination des patriotes pour le changement. Donc là, on est passé à la Coalition des patriotes pour le changement. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Bah, ceux qui sont dans la CPC, ils veulent tout simplement, beh, renverser le pouvoir. Mmh. Mmh. C'est-à-dire c'est pour le pouvoir, C'est pour le c'est C'est pour pouvoir, le d'accord. c'est pour le pouvoir, exactement. Il y a eu il y a une branche politique qui a été créée, donc avec le BDRC, hein, certains étaient en accointance avec, la CPC, d'autres, non. Mais aujourd'hui, les revendications, en fait, sont diverses. C'est-à-dire que quand on regarde un groupe armé qui est situé, par exemple, dans la région d'Endélé, ou celui qui sera dans la région, en fait, de Bria, ils n'auront pas forcément les mêmes revendications. Vous voyez que, que ça soit au niveau des 3 R, Il n'y a pas de heu, revendications séparatistes, c'est juste des revendications de prise de pouvoir de manière générale. bah, disons que pour beaucoup, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont, il y a aussi des appuis aussi de certaines Certaines puissances. puissances, Bah, bien forcément. sûr, on va pas se leurrer là-dessus. pour Bah, bien sûr. déstabiliser. Bien sûr, mais c'est parce qu'il y a aussi des intérêts aussi, derrière. En plus, avec l'arrivée des Russes, Mmh. il y a certaines puissances qui sont pas d'accord, Mmh. hein. Ils disent: «S'ils se tournent vers le bloc de l'Est, bah, nous, ça peut mettre Bien en sûr. péril nos intérêts». Aujourd'hui, c'est un pays, qui regorge de ressources et si nous, on perd la mainmise sur l'Afrique centrale, Mmh. ben ça va faire effet boule de neige et ça me rappelle un livre d'ailleurs de Delpé qui écrivait, qui s'appelait d'ailleurs les affaires centrafricaines. Quand la République centrafricaine, bougera, l'Afrique explosera. Donc c'est-à-dire que la moindre décision géopolitique, géostratégique que prendra la République centrafricaine aura fait une tache d'huile, Mmh. sur tout le continent et d'ailleurs on l'a vu avec la création de l'AES derrière, hein. Mmh. C'était la vision du président Faustin Touadéra. Alors madame la ministre et pour, vous avez évoqué donc l'empereur Bokassa. Il y a un Français, Rémy Le Forestier, qui avait fait la réplique de son trône, le fameux trône et dont l'original se trouve en Centrafrique, mais la réplique, a été, faite ici, voilà. Donc voilà les images. Donc une très belle réplique, hein, quand même et qui avait déclaré qu'il a essayé de prendre contact avec, vos services pour, pouvoir vous la donner, enfin donner, c'est-à-dire donc, Vous la pour vendre. l'acheter, en effet. Alors donc, est-ce que et où en est-on avec cette situation? D'accord. Juste avant de répondre à ça, si vous me permettez, je voudrais juste compléter, la question du docteur Hamza tout à l'heure par rapport à pourquoi 90, où sont les 10? Non, je pense que quand on parle de 90, c'est un peu manière de parler. Sinon c'est plus de 90. D'accord, On peut même dire 100 d'accord, entre les mains de nos forces armées. d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a de temps en temps
hein, c'est-à-dire que des anciens rebelles qui se sont convertis en coupeurs de route, Des hein. Alaguinards. Qui sont Voilà. devenus des voyous. Voilà, D'accord. des voyous, comme on dit, des bandits de grand chemin, Mmh. hein, qui parfois empêchent la population de bien circuler. Mais pour qu'il ait levé total de l'embargo sur le diamant, il a fallu que les gens viennent même d'Afrique du Sud, de Dubaï, un peu de plusieurs pays, qu'ils aillent toucher du doigt la sécurité. Et les zones où ces rebelles aiment se loger, c'est souvent au nord, hein, Mhm. ou bien dans les zones Là oui, minières. exactement. Là où il y a de l'or, il y a du diamant, Ouais. là où ils peuvent vraiment voler Mais leur chef, sans qu'ils soient Bozizé, inquiétés. il est dans un pays africain, on m'a dit en Guinée-Bissau. Donc, Non, Bozizé n'est pas forcément le chef de tous les groupes armés, hein. Non, au contraire, il peut être, par exemple, soit de un seul ou bien soit même un de leurs élèves, hein. Vous savez, avec le temps, il vieillit, il prend de l'âge, il n'est pas forcément chef, hein. Soit c'est juste à titre honorifique. mhm, Mais sinon, il a fallu que vraiment qu'il y ait des déplacements des autorités étrangères, des pays vraiment qui s'y connaissent, hein, comme pays comme l'Afrique du Sud, Dubaï et tout ça, qu'ils aillent en RCA, qu'ils aillent au fin fond de ces zones-là, qu'ils testent la sécurité. mhm, Et ils ont vu que tout allait bien. mhm. Contrairement à ce qu'on raconte, que le pays n'est pas sécurisé, c'est 60%, 80%. Ils ont vu que pourquoi continuer à maintenir un embargo injuste sur le diamant plus de 10 ans. Et c'est là que la levée totale de l'embargo a été faite, je pense que c'était en novembre dernier, mais en tout cas C'est ça. fin 2020, D'ailleurs, fin donc le diamant est 2024. devenu quasiment la matière la plus exportée enfin l'une des matières les plus exportées de la Centrafrique. Bien sûr. Que j'ai lu que le principal client de la Centrafrique, c'est la Belgique, donc c'est pour le diamant, en effet. Mmh. Alors, Donc voilà, donc le pays est sécurisé, hein. Attention, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de sécurité 100%, Ouais, bien mais le sûr. pays est Et sécurisé au sécurisé. jour d'aujourd'hui. Nos FACA sont au franc, D'accord. et il y a du bon boulot qui se fait par rapport à ça. D'accord. Maintenant, revenons à Rémi pour le Le trône. Forestier pour le trône. C'est vrai, j'ai été contactée par ce monsieur Mmh. par WhatsApp. Et vous savez, parfois dialoguer de loin, ce n'est pas très évident, hein. La démarche aurait été qu'il nous contacte, qu'il fasse même le déplacement jusqu'à Bangui, pourquoi pas. Je pense que ce n'est pas forcément les moyens qui manquent, Mhm, et qu'avec le technicien, ils puissent se réunir et discuter de quel objet il a utilisé pour pouvoir faire cette réplique en question et quelles possibilités envisager. Vous mhm. savez qu'il y a plusieurs musées où il y a aussi C'est-à-dire avec des des experts, répliques quoi, avec des experts. voilà, ceux qui connaissent, des Et oui, connaisseurs. voilà. Mhm, L'idée est bonne, je salue son initiative, mais on peut toujours remettre les choses sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'il prenne contact officiellement avec le ministère, qu'il fasse le déplacement, qu'il envoie des gens, ou bien quelqu'un fasse le déplacement, comme par exemple je suis là. mhm, S'il le savait, il m'aurait peut-être invité à aller toucher du doigt, même si je ne suis pas experte, mais mhm. voir au moins la beauté et en parler à mes collaborateurs pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Mais c'est une très belle réplique. Je le félicite, je l'encourage, mais la porte du ministère n'est pas fermée. Donc, vous êtes prête à le rencontrer si Évidemment, besoin. bien sûr, bien sûr. Nous D'accord, sommes un là pour ça. message. Mais eh ben, il va écouter l'émission de toutes les façons. Tout à Alors, fait. et Hamza, vous avez des questions? Bah, écoutez, en tout cas, moi, je suis rassuré de voir que la Centrafrique est sur de bons chemins et que des initiatives sont prises pour que ça aille mieux. J'espère Mhm, que le secteur du tourisme, dont vous avez la charge, et le secteur culturel mhm, participera à la promotion de la Centrafrique en particulier et de l'Afrique de manière générale. mhm. J'espère que la diaspora centrafricaine, en particulier, promouvra aussi la Centrafrique, parce que je pense que l'importance d'avoir des gens comme vous, issus de la diaspora, ou comme Nico, je pense qu'il y a un apport. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que l'apport que vous avez sur les politiques locales de votre pays ont quand même un impact significatif et très intéressant que d'avoir des gens. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres ministres issus de la diaspora? Oui, bien Il y en a sûr. plusieurs. Il y a la ministre des Affaires étrangères qui est de la diaspora. Il y a aussi la ministre du Travail qui vient de la diaspora. Et même plusieurs aussi ont étudié ici, hein. Très bien. Après, d'autres aussi s'amusent à dire que le président aussi est de la diaspora. Juste parce que quand Boudizer est parti, et il était venu ici en exil. D'autres disaient non, il est de la diaspora, il peut pas être président et tout, mais finalement, il a réussi Mhm. à être élu 2 fois.
Mais il y a un apport qui est fait par la diaspora que vous estimez quand même aussi, je pense, intéressant sur la politique. Vous arrivez à avoir un réel impact sur la politique, du pays. Forcément, parce que quand on est ici, on a une je dis pas qu'on a une meilleure vue, mais on a, une vue, qui est différente et comme le président le dit, à chaque fois qu'il vient ici, qu'il a l'occasion de rencontrer la communauté, il dit: «On a besoin de votre expertise, on a besoin de votre relation, on a besoin de votre manière de voir les choses. Peut-être que nous, on a grandi là-bas, on voit les choses un peu différemment, vous pouvez voir les choses aussi, d'une autre manière qui pourrait nous aider» et s'il avait à me faire appel en tant que ministre, c'est personne pour être ministre, je pense que c'est parce qu'il sait qu'il y a une vue et qui pourrait aider, hein, une autre vue. Donc, moi, j'encourage le président ainsi que les autorités à collaborer avec la diaspora. Et si vous deviez vous projeter et voir la Centrafrique dans une échelle de 5 ans, 10 ans, quelle serait, heu, quelle serait votre vision? Vous la voyez comment? Ah ben, comme disent certains, c'est pas qu'ils ont dit c'était Dubaï ou bien un paradis, quelque chose comme ça, mais je sais que avec la levée totale de l'embargo sur les armes, parce qu'il fallait ça pour la sécurité, Mmh. et la levée totale de l'embargo sur le diamant, Mmh. Mmh. la Centrafrique devient, d'ici 5 ans, déjà même là, hein, rien qu'avec le plus gros diamant qui a été découvert récemment là, Mmh. les gens n'arrêtent pas de dire: «Il faut qu'on aille voir de notre propre yeux, ou bien on voudrait bien aller». C'est-à-dire qu'il y a déjà cette envie-là de Mmh. plusieurs investisseurs, même de plusieurs touristes et curieux d'aller visiter, la RCA. Mmh. Donc là, si d'ici 5 ans, on reste dans la dynamique du président Touadéra, Mmh. de sa vision, je pense que, on aurait, beaucoup de personnes étrangères, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de touristes et que la RCA serait vraiment un lieu de vacances pour beaucoup de personnes. Mmh. Parce que j'ai déjà appris, hein, que, la reine d'Angleterre allait beaucoup, à Sanga, hein, avec son fils qui est l'actuel prince Charles, hein. Il paraît Mmh. qu'ils ont eu à passer, peut-être lui-même, hein, peut-être pas la mère, mais lui, je Non, crois. mais Valéry Giscard d'Estaing aussi y allait, hein. Ouais, Aussi. Giscard Il d'Estaing prévenait pas aussi. Et forcément Bokassa, hein, quand il y allait, hein. et beh, Il y a voilà, des avions donc ça cargo, hein, montre une que fois ce qu'on a qu'il y est. perdu, peut renaître de ses cendres. Mmh mh. Mmh. C'est vrai, nous venons de de très loin. Mmh. Il faut du temps, hein, il faut vraiment du temps, il faut de la patience. Mais comme dans la tête du pays, un monsieur qui est très patient et qui va mollo mollo, doucement, mais très sûrement. Donc je pense que d'ici 5 ans, la RCA n'aurait plus le même visage que les gens voient actuellement, terre rouge, terre ci, poussière, tout ça. Non, non, non. Même Mmh. si on a besoin Il y a aussi le d'avoir, café, hein, il n'y a pas que la le terre diamant, il y Oui, a bien aussi du sûr, il y a café, le il il y y a a du coton, café, l'uranium, il 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 y y y a a a le du cadon, coton, il y a le il y a du bois. coton, il y a le pétrole, il y a le bois. il y a Mmh. aussi du bois et tout. Mhm. Mmh. Si c'est exploité, si correctement, s'il y a Mmh. pas une histoire d'embargo, bien un empêchement et que tout cela est exploité dans les normes, on se ferait, beaucoup d'argent, Bien hein. sûr. De toute Ouais, une façon, belle recette. les mercenaires, les rebelles qui vont là-bas, qui veulent pas qu'il y ait la paix là, ils savent qu'ils se font beaucoup de millions, Mmh. Mmh. hein. Ils savent que les zones minières, ils exploitent, illégalement, ils Mmh. font sortir beaucoup d'or, beaucoup de diamants et tout, qu'ils vont vendre à l'étranger. Mais après, à quel prix? Mmh. Hein, parce que si on vous attrape, vous perdez tout. Mmh. Alors Mmh. que là, avec la levée totale de l'embargo, on pourrait vendre vraiment, de façon légale, correcte et puis voilà. Et voilà, donc niveau sécuritaire, il y a pas à s'inquiéter, hein. De toute façon, un pays n'est pas 100 sécurisé partout, hein. Même Mmh. l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons aussi, peut nous, faire quitter ce monde, Mmh. du Mmh. jour au lendemain, Mhm. hein. Oui, Donc et je suis puis optimiste. et pour abonder justement dans le sens de son excellence, c'est des indicateurs justement de la Banque mondiale, notamment leur dernier rapport, sont plutôt optimistes, hein, quand ils parlent de la République centrafricaine, avec Bien une sûr. inflation maîtrisée, une hausse de la population, avec un accès aussi à la scolarisation qui sera beaucoup plus important, une espérance de vie qui sera aussi en hausse. Donc oui, il y a de quoi être optimiste, notamment pour les investisseurs, et que ce soit privé ou institutionnel. Mmh. Oui, bien sûr. Eh ben, Hamza, Mmh. donc vous êtes Merci. rassuré et en tant que futur investisseur aussi, eh Ah! bien, vous pouvez penser à la Centrafrique. Oui, Non, mais on est en bonne voie en tout cas. il le Eh faut. ben, très bien. Donc, nous arrivons au terme de l'émission. Je remercie donc les téléspectateurs. Je vous remercie donc d'avoir participé à cet entretien qui est quand même assez intéressant, mais la régie nous signale que le temps est quasiment arrivé. Donc, nous remercions nos téléspectateurs. Je remercie M. Faisal à la régie. Je remercie nos téléspectateurs. Je vous remercie, docteur Hamza Taj, donc d'avoir pris place à cette discussion Merci. très intéressante. Monsieur Nico, je vous remercie
d'avoir accepté l'invitation. Madame la ministre, Mmh. je vous remercie infiniment Merci à donc vous. d'être sur le plateau de Afrique 1. Mmh. Je vous retrouve dans Face à l'Afrique, donc sur le plateau Afrique 1. À très bientôt. Au revoir.